Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à ce deuxième mardi de l'énergie. Alors, comme son nom l'indique, c'est le deuxième mardi. On en a déjà fait un il y a un mois de ça sur les solutions techniques du mix énergétique basé principalement sur la récupération d'énergie de chaleur fatale. Aujourd'hui, on va aborder le thème en termes d'efficacité énergétique du financement de ces solutions de mix énergétique. Donc, hop là, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas passer à la slide suivante. Ouais. Aujourd'hui, la T2E, donc c'est l'Association technique de l'énergie et de l'environnement. La T2E regroupe 2400 adhérents répartis sur les 11 régions administratives et adresse 7 domaines d'expertise donc qui sont attribués à deux sujets importants qui vont être évoqués aujourd'hui, qui sont l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc en termes d'efficacité énergétique, il y a plusieurs clubs qui existent, plusieurs animations qui existent. Aujourd'hui, on va solliciter un des clubs d'efficacité énergétique, qui est le club C2E, représenté par Olga. On va pouvoir retrouver aussi le département de la maîtrise de l'énergie, on va l'évoquer tout à l'heure, et le club cogénération, ça ne sera pas abordé aujourd'hui, mais on va aussi parler des 4 programmes nationaux qui sont menés avec l'ADEME. En plus de ça, donc les clubs d'énergie renouvelable, le club biogaz, le club stockage, le club power to gas et le club pyrogazéification. Hop là, la slide suivante. Non, on est allé un peu loin. Donc aujourd'hui, on va recevoir, pour animer ce webinaire, on va recevoir l'ADEME avec Axel, qui va nous animer la première partie. Après, comme je l'évoquais à l'instant, on va aborder les sujets certificat d'économie d'énergie avec Olga du club C2E. Et après, on va regarder la partie plus institutionnelle et bancaire avec Thierry Orlance du Crédit Agricole. Donc, je vais laisser la main à Axel pour qu'il puisse présenter sa partie, donc, tout en sachant que l'ADEME est collaborateur de la T2E pour promouvoir certains programmes que Axel va vous expliquer beaucoup plus en détail. Merci beaucoup Raphaël. Bonjour à tous. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Axel, donc je suis référent sur le programme Pacte Industrie, notamment pour la région Centre-Val de Loire. Alors j'essaie de reprendre le partage. Si je peux faire défiler les slides directement. Hop. Ça marche ou... Alors, Je suis pas sûr qu'on voit bien le bon écran du coup. ok, bah, vous allez repartager la salle bleue. Alors, un instant. Attendez, je vais juste le J'attends un petit reprendre. instant. Ouais. Hop. Je vous l'ai redonné. Je vous laisse changer sur les flèches à droite. Oui, super. Super. Alors, je vais vous présenter le programme Pacte Industrie, qui est un programme pour vous accompagner dans la structuration de votre démarche de décarbonation. Très rapidement, pour replacer le contexte autour du sujet de la décarbonation, ce slide est pour rappeler que donc, le gouvernement français vise la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, c'est encadré dans le cadre de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des objectifs qui sont traduits pour le secteur industriel, qui sont assez ambitieux, et donc qui visent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de moins 35% en 2030 et moins 81% en 2050. Pour atteindre ces objectifs, il va falloir non seulement décarboner l'industrie lourde, dite énergo-intensive, mais il va également falloir décarboner l'industrie diffuse, qui concentre plus de 37 000 sites et 90% des emplois en France. Donc c'est aussi une cible incontournable de la décarbonation pour atteindre ces objectifs. Donc il y a un ensemble de lois dans le cadre du projet de loi Industrie verte et d'outils qui sont mis à votre disposition pour accélérer cette transition et la mise en œuvre de votre décarbonation. Alors un rappel sur la décarbonation,
On aime le présenter d'abord comme une opportunité pour les industries françaises, une opportunité économique de maîtriser et de réduire vos factures énergétiques, de limiter finalement l'impact d'une crise qui peut arriver très soudainement. Et puis, c'est également un moyen d'accéder à une capacité de financement, puisqu'il y a de plus en plus d'aides publiques, que vous le savez, qui sont conditionnées à l'atteinte d'une certaine performance environnementale. Donc, ça devient finalement incontournable. Au-delà de ça, c'est aussi un vecteur d'amélioration de l'attractivité de votre marque pour développer votre compétitivité par rapport à des concurrents qui ne seraient pas décarbonés. Ça vous permet également de moderniser votre outil de production et donc d'éviter son obsolescence. Et puis finalement, ça donne aussi une souveraineté, une résilience plus grande en cas de crise énergétique ou de crise géopolitique qui pourrait entraîner des problèmes sur la logistique. Plus globalement, ça vous permet également d'avoir une meilleure vision et un contrôle de votre chaîne de valeur. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages dans votre entreprise, il y a aussi des avantages planétaires, de limiter l'ampleur du changement climatique, puis plus globalement d'adresser des questions comme la biodiversité, la pollution chimique, la consommation de l'eau, etc. Au-delà de ça, la décarbonation et la transition écologique, c'est aussi un vecteur d'engagement pour attirer des jeunes talents et finalement créer de la valeur de votre entreprise lors de sa transmission. C'est aussi un moyen de nouer du lien avec vos voisins et de mieux vous intégrer dans votre écosystème. Voilà, donc on a un panel de solutions, de raisons, en tout cas, de s'orienter vers la décarbonation. Alors, il y a tout un ensemble de leviers qu'on va pouvoir aborder dans le cadre des dispositifs d'accompagnement qui vous seront proposés. Et souvent, on aime bien l'aborder dans cet ordre-là. Donc, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, toujours mettre en premier lieu les actions liées à la sobriété énergétique et matière et à l'efficacité énergétique. Ce sont souvent les actions les plus simples à mettre en œuvre et qui génèrent les économies d'énergie les plus importantes. Au travers de la décarbonation, on va également aborder d'autres sujets comme la récupération de chaleur fatale, l'évolution de votre mix énergétique, donc le fait de recourir aux énergies renouvelables. Dans le cas de process qui seraient carbonés, on va pouvoir aborder le sujet de l'électrification. Et puis, on va aussi parler d'intrants alternatifs, donc finalement ce qui touche à l'économie circulaire et globalement tous les autres maillons en lien avec votre chaîne de valeur. Donc, que ce soit la logistique, les achats. Et puis, dans certains cas assez particuliers, on va même pouvoir parler de captage, stockage du CO2. Alors maintenant, pour parler plutôt du parcours d'un industriel pour aborder cette décarbonation, à l'ADEME, on préconise d'abord de vous orienter vers l'identification de votre projet, donc en fait ce qu'on appelle l'état des lieux, déjà d'être en capacité de mesurer vos consommations énergétiques. Et là, on vous oriente généralement d'abord vers la réalisation d'un audit énergétique ou d'un bilan gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez la nécessité de définir votre feuille de route de décarbonation, donc de planifier les investissements que vous allez devoir réaliser. Et c'est à ce moment que Pacte Industrie intervient. Je vais y revenir par la suite pour vous présenter plus en détail ces études d'opportunité et des dispositifs sur votre stratégie de décarbonation. Une fois que vous êtes bien structuré, vous avez peut-être eu besoin de recourir à de la formation pour monter en compétences. C'est là que vous allez pouvoir déclencher les bonnes études de faisabilité sur les technologies qui auront été identifiées, qui sont les plus pertinentes. Donc ça pourra être de la récupération de chaleur ou de la production d'énergie renouvelable, par exemple. Quand on a nos études de faisabilité qui sont réalisées, donc l'équipement qui est finement dimensionné, on peut passer à la phase d'investissement où on retrouve différents fonds qui sont portés par l'ADEME, mais pas uniquement. Je peux aussi mentionner les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, on a tout un ensemble de dispositifs qui permettent de venir financer vos équipements en faveur de la décarbonation. Je peux mentionner Decarbflash, qui est actuellement ouvert, qui permet notamment de financer des investissements au-delà de 100 000 euros, donc modestes, des investissements modestes. Voilà, à la suite, vous pouvez également vous lancer dans du suivi, donc plutôt de la mise en œuvre d'une certification ISO 50001, par exemple. C'est un système de management de l'énergie, ou mobiliser de la formation par ProRefi, par exemple, pour former en interne un référent technique énergie.
Et Pacte Industrie, donc c'est vraiment un programme qui va adresser cette phase de structuration. Donc c'est un ensemble de solutions pour vous aider à monter en compétences, donc au travers de la formation, et de vous structurer au travers d'accompagnement en étant accompagné par un bureau d'études et en bénéficiant d'un soutien financier. C'est un programme financé à hauteur de 49 millions d'euros par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un fonds qui est dirigé par l'ADEME et coporté par la T2E, l'association technique pour l'énergie et l'environnement, et pour œuvrer ce dispositif. Alors, on retrouve un petit peu ce que j'ai mentionné à la slide d'avant. Donc, ça positionne Pacte Industrie dans un parcours de décarbonation. Donc, globalement, après cette phase d'état des lieux, on retrouve les prérequis, l'audit énergie, le bilan en gaz à effet de serre, qui sont les prérequis pour pouvoir déclencher les accompagnements Pacte Industrie. À la suite de cette phase, on peut déclencher les bonnes études de faisabilité et passer à l'investissement en sollicitant différents fonds, donc France 2030, le fonds Chaleur, les C2E. Il y a une multitude de dispositifs financiers qu'il faut être en mesure de solliciter. Pour aborder votre décarbonation, il y a 3 axes qui nous paraissent clés. En premier, le management de l'énergie, donc réduire vos consommations énergétiques et décarboner votre process industriel. En deuxième lieu, c'est de structurer une stratégie de décarbonation à l'échelle d'un groupe, si vous êtes un groupe, et donc de définir un plan de transition qui vous permettra d'aller à horizon 2030-2050 et de vous adapter à un monde décarboné de demain. Enfin, il y a ce troisième axe qui est le financement de la transition. Donc là, c'est accélérer la mise en œuvre de vos projets d'investissement que vous avez pu identifier. Alors sur cette matrice, on retrouve l'ensemble des dispositifs proposés dans le cadre de Pacte Industrie. Donc faut que vous voyez ça comme un panel de solutions qui s'adaptent en fonction de vos besoins et de votre niveau de maturité. Donc on retrouve les 3 axes que j'ai cités, le management de l'énergie, la stratégie et le financement. Et à chaque fois, on retrouve une offre de formation et une offre d'accompagnement. Donc sur le thématique de management de l'énergie, on retrouve ProRefi, qui est la formation pour le référent technique énergie. Et en termes d'accompagnement, on retrouve l'étude d'opportunité du mix énergétique. Donc c'est plutôt une étude qui va vous aider en fait à définir votre feuille de route, hiérarchiser les investissements que vous allez devoir planifier à horizon 2030-2050. On propose également une prime à la certification ISO 50001. Cette prime s'appelle ProSMEN. Elle peut atteindre 40 000 € en fonction de vos dépenses énergétiques. Donc plafonné à 40 000 €. Sur le volet stratégie, on s'appuie principalement sur une méthodologie qui est développée par l'ADEME, qui a une portée internationale, qui est soutenue vraiment par des acteurs étatiques importants. Je peux citer la Banque de France, donc qui se veut être une méthodologie crédible, solide, et donc qui permet de vous accompagner pour structurer une stratégie de décarbonation. Donc ça, c'est acte pas à pas. Et pour les entreprises les plus matures, on propose acte évaluation. Là, on vient évaluer sa stratégie de décarbonation, la challenger, et finalement obtenir une notation qui peut se transformer en avantage compétitif ou qui peut vous aider à convaincre des partenaires financiers. Enfin, sur le volet financement, donc on a à chaque fois une offre de formation. Donc on voit que la cible n'est pas forcément la même. Sur le volet énergie, on est plutôt sur un référent technique. Sur le volet stratégie, on est plutôt pour le dirigeant, le responsable RSE qui va piloter la démarche de décarbonation. Et sur le volet financement, on s'adresse plutôt au responsable achat, responsable financier, qui va piloter les investissements. On sait également que des fois dans des PME, c'est des fois le dirigeant qui est multicasquette, et donc finalement on peut très bien passer d'un axe à un autre, il n'y a aucune problématique là-dessus. Et il faut que vous reteniez que vous n'avez pas la nécessité de sélectionner l'ensemble des formations ou des accompagnements, mais vous pouvez piocher en fonction de votre besoin. Voilà, pour finir, on a les coachings sur projet d'investissement. L'objectif, c'est vraiment de venir accélérer un projet qui aurait été identifié, mais pour lequel il y a encore des risques. Alors, je vous laisserai
découvrir en détail les différents taux de subvention, mais voilà, on retrouve sur cette slide les taux d'aide. Il faut retenir que pour les accompagnements, ça oscille entre 60 pour les grandes entreprises à 80 pour les TPE. Un instant, juste un souci, pardon. Pas de souci. J'essaie de passer la slide, mais j'ai un petit peu de mal. Alors, un instant, je vais le regagner. Ah oui, c'est que ça a enlevé le contrôle. C'est bon. Parfait, merci. Alors voilà, on retrouve sur ces différentes slides une synthèse des dispositifs que je viens de vous présenter assez brièvement. La formation ProRefi, l'étude d'opportunité, qui permet vraiment d'obtenir une vision exhaustive de toutes les solutions de décarbonation qui répondent par rapport à votre contexte industriel. Donc, est-ce que j'ai besoin de mettre en œuvre de la récupération de chaleur fatale? Est-ce que j'ai des actions d'efficacité énergétique? Est-ce que je vais pouvoir produire de l'énergie renouvelable et laquelle? Est-ce que je dois plutôt me tourner vers une solution photovoltaïque ou une solution géothermie? Et dans quel ordre je vais devoir séquencer ça? Donc là, vous êtes accompagné pendant 2 à 3 mois par un bureau d'études. À l'issue de cet accompagnement, vous avez vraiment une feuille de route opérationnelle, un plan d'action avec un séquençage des différentes actions à mettre en œuvre et puis une analyse technique, économique et puis environnementale qui vous permet vraiment de faire les bons choix éclairés. Enfin, on a la prime ProSMEN donc qui peut atteindre 40 000 euros. Et donc, en fait, la prime est égale à 20% de vos dépenses énergétiques annuelles, hors TVA, plafonnées à hauteur de 40 000 euros. Donc, ça vient normalement couvrir les frais de mise en œuvre de cette certification. Sur le volet stratégie, donc on retrouve acte pas à pas pour construire une stratégie bas carbone. C'est vraiment un accompagnement qui peut être structurant pour l'entreprise, qui va le pousser à construire un plan de transition et finalement s'interroger sur sa vision que porte l'entreprise et de construire donc les piliers stratégiques qui constitueront finalement la vision du business model que porte l'entreprise dans le monde décarboné de demain. On a un second modèle qui s'appelle trajectoire d'investissement bas carbone. L'objectif, c'est plutôt de décliner en fait sur un groupe multisite, de décliner des feuilles de route de management de l'énergie, donc le bon mix énergétique sur chacun de ces sites industriels. Et puis acte évaluation pour les plus matures, qui permet donc d'évaluer la solidité de sa stratégie et l'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc en parallèle, à chaque fois, il y a de la formation qui vous sera imposée pour pouvoir maîtriser à la fois la méthodologie et être en capacité de piloter le bureau d'études pendant la durée de l'accompagnement. Enfin, sur le volet financement, on a de la formation qu'on retrouve donc souvent sous ce format-là, en format e-learning gratuit, donc pour découvrir les fondamentaux. Et pour aller plus loin, il y a des sessions en présentiel ou distanciel, mais en synchrone en tout cas, qui permettent d'approfondir le sujet. Et puis des coachings personnalisés. Donc on retrouve 5 thèmes qui ont été définis. Analyser et lever les risques, analyser la rentabilité financière, extra-financière, rechercher les modes de financement, les subventions qui vont être mobilisables, comment accompagner les acteurs internes sur leur rôle, leurs responsabilités. Et finalement, il y en a un dernier pour structurer un montage d'opérations collectives. Ça, j'en ai assez peu parlé. Il y a globalement 2 façons d'être accompagné dans le cadre du programme Pacte Industrie. Soit de manière individuelle, en déposant un dossier de demande d'aide auprès de l'ADEME, soit au travers d'un projet collectif. Donc là, c'est un porteur qui porte un collectif sur un secteur d'activité ou sur un territoire et qui emmène un groupe une promotion d'industriels voilà, sur un ensemble d'accompagnement ou de formation. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le programme Pacte Industrie. C'est assez dense. Hop, je suis passé, j'ai changé d'écran. Hop. Tac. Un instant. Hop. C'est bon. Voilà, vous retrouverez l'ensemble des liens sur la présentation.
N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'ADEME si vous avez des questions ciblées sur le pacte industrie. Et vous avez également accès à des webinaires avec des retours d'expérience de différents industriels. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci Axel. On va donner la main maintenant à Olga qui va nous présenter le club C2E et le financement des solutions d'efficacité énergétique via les certificats d'économie d'énergie. Merci Olga. On n'entend pas. C'est bon, pardon. Merci. Je disais, je vais commencer par une présentation rapide du dispositif des C2E, pour ceux qui ne seraient pas extrêmement familiers. Donc, comment fonctionnent les C2E? Donc, déjà, ça correspond à une obligation d'économie d'énergie par période. Nous sommes actuellement dans la 5e période et il y a des discussions en cours sur la 6e période qui sont très attendues et sur lesquelles je n'ai pas plus d'informations que ça. Où l'État impose une obligation à chaque fournisseur d'énergie, donc de faire des économies d'énergie, de faire faire des économies d'énergie à ceux qui en consomment, ménages, collectivités territoriales ou professionnelles, y compris donc industrie et tertiaire, et selon un niveau d'obligation qui est défini par période. Donc, ces fournisseurs d'énergie sujets à obligation sont appelés les obligés. Comment est-ce que, sous quelle forme se manifestent les économies d'énergie? C'est des actions d'économie d'énergie. Donc, les fournisseurs d'énergie aident les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie en incitant les consommateurs à la réalisation de certains travaux définis dans un catalogue de fiches dites opérations standardisées ou via des opérations spécifiques ou alors par contribution financière à des programmes d'accompagnement favorisant les économies d'énergie comme Pacte Industrie. Et ensuite, pour l'obtention des C2E, donc c'est les fournisseurs qui apportent la preuve de leurs actions auprès du PNC2E, donc le pôle national de certification des économies d'énergie, qui instruit et délivre les C2E. Ils obtiennent alors des C2E qui comptabilisent les économies. Et les C2E sont dépendants donc, des économies d'énergie et de la durée dans le temps. Donc, plus l'économie d'énergie est grande et plus elle dure dans le temps, plus il y aura un montant important. Donc ça, c'est pour le principe général. Ensuite, quand on regarde un peu plus dans le détail sur le forfait d'économie d'énergie, donc ça permet de certifier et de quantifier une action d'économie d'énergie, donc par exemple l'isolation d'un bâtiment ou de la récupération de chaleur. Et les modalités de calcul du montant donc, qui sont en kWh CUMAC. Donc les C2E, c'est des gains annuels, donc les économies d'énergie dont je vous parlais, fois une durée de vie actualisée, donc avec un taux à 4%. Et du coup, les économies d'énergie sont cumulées sur la durée de vie de l'opération et actualisées à un taux de 4%. C'est comme ça qu'on calcule le forfait. Ensuite, donc, je vous ai mis un petit parallèle entre la consommation finale d'énergie par secteur et les C2E délivrés par secteur. Donc, l'enseignement principal, c'est que les C2E sont principalement réalisés sur les bâtiments résidentiels, alors que la consommation en énergie des bâtiments résidentiels compte pour 29% du total de la consommation d'énergie. Ça représente 70% des C2E délivrés. Et ensuite, sur les autres secteurs, donc, voilà, donc transport, on passe de 32% de la consommation finale à 4% des C2E délivrés. C'est pour ça qu'il y a un petit focus sur transport en ce moment du côté du gouvernement et de la T2E. Voilà, il y a pas mal de nouvelles fiches qui ont été créées et d'activités qui se passent pour essayer de délivrer un peu plus sur le transport. Donc sur l'industrie, c'est assez homogène, même s'il y a un peu moins de C2E que de consommation finale. Le tertiaire est un peu sous-représenté et ensuite on a l'agriculture et les réseaux voilà, qui sont assez faibles mais globalement homogènes et avec principalement donc l'ensemble des C2E délivrés sur le résidentiel. Les acteurs du dispositif, donc j'en ai mentionné certains. Donc les obligés, je les ai mentionnés, c'est les fournisseurs d'énergie. Les bénéficiaires, ce sont les consommateurs finaux qui bénéficient des travaux d'économie d'énergie. Il peut s'agir de personnes morales ou de personnes physiques.
Et pour avoir une idée rapide de qui est le bénéficiaire, c'est en général celui qui paye les travaux. Les éligibles, donc qui peuvent produire des C2E en réalisant des travaux d'économie d'énergie sur leur propre patrimoine. Et ces C2E peuvent être vendus sur le marché des C2E. Ensuite, donc, le pôle national des C2E dont je vous ai parlé, qui instruit et délivre les dossiers. Les délégataires d'obligations, donc, qui sont des acteurs du dispositif auquel les C2E ont pu déléguer toute ou partie de leurs obligations. Ils peuvent produire plus de C2E qu'ils n'ont d'obligations et pourront les vendre sur les marchés des C2E. Et les mandataires, voilà, qui accompagnent financièrement les bénéficiaires, qui sont en gros, voilà, ils peuvent aider à produire des C2E, mais ils n'auront pas eu une délégation de l'obligation, donc ils n'ont pas les risques associés par rapport aux délégataires. Sur le modèle d'affaires, donc c'est les obligés qui financent le dispositif et déposent les dossiers. Donc, il faut passer par eux, que ce soit de manière directe ou indirecte. Direct, voilà, où en indirect, on peut passer par un mandataire ou par un fournisseur d'équipements et d'installations. Et voilà, l'entreprise bénéficiaire peut toucher les C2E soit par un acompte, voilà, il y a plusieurs modèles, soit par des, pardon, j'ai oublié le terme, mais donc financer directement ou avec des actions de, voilà, des acomptes sur l'économie, la facture énergétique. Ça dépend. Ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la partie de comment faire des actions d'économie d'énergie. Donc, il y a 3 manières de bénéficier du dispositif des C2E, je l'ai évoqué rapidement. Il y a les opérations standardisées, donc qui représentent 91% du volume des C2E obtenus. Les opérations spécifiques, donc qui sont hors cadre standardisé, qui elles ont représenté par contre que 2% donc via des opérations spécifiques. Et ensuite, les programmes des C2E qui représentaient donc 7% via des programmes d'accompagnement. Donc, si on rentre plus en détail sur les opérations standardisées. Donc voilà, donc elles sont définies par arrêté. C'est des montants de C2E forfaitisés, comme on a pu voir un peu rapidement le calcul, même si le principe reste le même sur les opérations spécifiques. L'idée, c'est de simplifier le dispositif et il y a un catalogue, alors pardon, je n'ai pas corrigé, mais en fait, c'est 230 fiches, dont 50% en bâtiment. Donc voilà, donc au 24 juin 2025, il y avait 230 fiches, dont la majorité sont en bâtiment résidentiel et bâtiment tertiaire, et 36 en industrie. Donc, comment lire donc une présentation de fiches standardisées? Alors, pardon, je cherche à augmenter un petit peu mon écran parce que c'est peut-être bon. Ah, voilà. Donc, toutes les fiches sont rédigées sous le même format. Donc, on a le titre, donc là, c'est isolation de pompe ou de toiture. On a le secteur d'application, donc bâtiment résidentiel existant. Donc, sur les fichiers de donc un bâtiment existant, c'est un bâtiment qui existe depuis plus de 2 ans. Ensuite, il y a la dénomination, donc la description de l'opération standardisée. Les critères techniques ou la mise en œuvre à respecter, donc les conditions de délivrance qui peuvent être plus ou moins longues, la durée de vie de l'opération et la formule de calcul du forfait d'économie d'énergie en kilowattheure cumulé. Donc cumulé, actualisé. Pardon. Et je voulais vous faire un point rapide sur les principales fiches. Ça ne marche pas. Ah voilà, c'est bon. Sur les principales fiches, donc les 22 fiches qui représentent 75% des volumes délivrés donc en C2E classique. Et sur ces fiches-là, il y en a 5 qui relèvent du secteur de l'industrie, donc c'est les fiches les encadrées en vert, et 6 du tertiaire. Et après avoir parlé donc des opérations standards, un petit zoom sur les opérations spécifiques, donc, qui sont hors du cadre standardisé. Donc, c'est un montant propre à chaque opération. Il y a un dossier de demande détaillé expertisé par l'ADEME, notamment sur la demande du PNC2E.
et ça représente un très faible volume, donc 2% du volume des opérations des C2E, donc sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Pourquoi des opérations spécifiques? Pour des opérations qui ne correspondent pas aux fiches d'opérations standardisées, donc par exemple des trop gros volumes, une opération très dépendante de l'environnement industriel. Exemple, je sais qu'il n'y a pas d'application, il y a également donc, toutes les opérations qui sont sur des opérations soumises à quota carbone gratuit. Et typiquement, je sais que j'ai eu des demandes sur des fours verriers qui sont quasiment systématiquement des obligations soumises à quota gratuit pour lesquelles il n'y a pas d'opération. Ce n'est pas possible de faire une opération standard. Et du coup, là, ça peut être fait sur une opération spécifique. Il faut donc monter un dossier. Donc, tout est expliqué dans le guide des opérations spécifiques de l'ADEME, donc en date d'avril 2025. Voilà, et donc ça reprend toutes les étapes pour faire un dossier d'opération spécifique. Il faut justifier donc des économies d'énergie réalisées. Donc, il doit y avoir une campagne de mesure après la réalisation de l'opération. Et un des critères aussi clés, c'est que le temps de retour brut doit être supérieur à 3 ans. Je vous ai fait un petit rappel sur les jalons clés donc, pour les opérations spécifiques, parce que c'est un des freins principaux. Donc, un des freins principaux. Donc, quand je suis arrivée début janvier 2024, et il y avait eu une année un peu à blanc côté PNC2E sur les opérations spécifiques et ils avaient très peu instruit de dossier. Il y avait très peu de personnes qui étaient dédiées, des personnes qui étaient parties, qui avaient démissionné. Du coup, donc là, ils ont constitué une équipe. Donc maintenant, ils sont en pleine capacité. Donc, ils sont 5 instructeurs en tout. Je vais vous montrer des chiffres, des données sur l'industrie juste ensuite. Mais voilà, normalement, sur les C2E, il y a un délai à partir duquel l'opération doit être normalement acceptée automatiquement. Et il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ça ne se passait pas exactement comme ça sur les opérations spécifiques. Donc, j'ai fait une petite chronologie donc, des différents jalons clés. Donc, la première étape, c'est soit l'audit énergétique, soit la preuve du rôle actif et incitatif. Ce n'est pas grave si l'un arrive après l'autre. Par contre, il ne doit pas y avoir plus de 4 ans entre l'audit énergétique et la date d'engagement de l'opération. Ensuite, donc, il y a la date d'engagement de l'opération. Donc, j'ai remis également les liens vers les textes réglementaires qui précisent où est-ce qu'on trouve ces informations. La date d'achèvement de l'opération, donc qui arrive bien sûr après la date d'engagement. Ensuite, il y a la partie sur le mesurage qui dure généralement 6 à 12 mois et le dépôt du dossier. Donc ça, c'est la constitution du dossier. Donc, c'est les différents jalons du point de vue du bénéficiaire ou de la personne qui va constituer le dossier. Ensuite, on a la partie sur le traitement du dossier. Donc, des réceptions du dossier par le PNC2E, donc pas dépôt du dossier par l'acteur, mais réception par le PNC2E. Le PNC2E dispose de 6 mois pour donner une réponse. Il a ensuite 4 mois de délai supplémentaire, ce qui est précisé dans la question 1.3 de la FAQ du gouvernement, et ça renvoie vers les textes réglementaires qui précisent pourquoi il y a ces 4 mois de délai réglementaire. Donc, en fait, finalement, il y a 6 mois plus 4 mois, donc 10 mois de délai pour pouvoir instruire le dossier. Et dès qu'il y a une demande de complément, donc le petit 2 qui peut intervenir à n'importe quel moment, on repart à zéro. Et du coup, il y a de nouveau ces 10 mois de délai pour que le PNC2E puisse instruire le dossier. Et s'il n'y a pas eu de réponse d'ici là, à ce moment-là, il y a eu une acceptation implicite. Et c'est pour ça que, c'est un délai plus long sur les opérations spécifiques que sur les opérations standards. Et c'est un des problèmes majeurs donc, de traiter les délais dans des temps suffisamment courts. Pour le moment, c'est quand même des temps un petit peu longs, plus longs que sur des opérations standards. Est-ce qu'il y avait des questions ou pas? Je ne sais pas si non, tout va bien, parfait. Non, ok. Un instant, je redonne le contrôle. Vas-y. Ok. Parfait. Donc, comme je vous disais, donc là, je voulais partager quelques chiffres avec vous sur l'instruction des dossiers par le PNC2E. Donc, ils ont été partagés lors du webinaire opérations spécifiques du 17 juin dernier.
Et moi, je suis arrivée début 2024. En début 2024, donc je trouvais qu'ils traitaient beaucoup plus de dossiers, mais qu'il y avait beaucoup plus de demandes. Donc le stock, le backlog diminuait pas vraiment. Et là, depuis début 2025, ils ont quand même réussi à faire diminuer le stock, donc de 10 un petit peu. Donc là, ils se remettent en ordre de bataille. Ils commencent à instruire les dossiers dans des temps un peu plus acceptables du point de vue des acteurs et à être plus opérationnels. Donc, je trouve que c'est vraiment la bonne nouvelle de début 2025. Et en plus, l'année dernière, à la même période, il y avait à peu près le même nombre de dossiers déposés. Donc, c'est plutôt sur la bonne voie. Et sur la durée de traitement des dossiers, donc, comme les dossiers déposés en 2024 n'ont pas encore été traités, le temps n'est pas le bon indiqué. Mais voilà, l'idée, c'était qu'il y avait quand même une tendance baissière et que c'était important de le démontrer, enfin de le suivre. Et voilà, et un dernier petit point, donc la dernière manière d'obtenir donc des opérations spécifiques, des C2E, pardon, c'est via les programmes C2E, qui représentaient 7% du volume délivré donc sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Et donc parmi lesquels figurent Pacte Industrie, Acté, FIBA, Oscar. Voilà. Et c'était tout ce que j'avais à dire sur les programmes. Merci Olga. Raphaël, je vous repasse la parole. Attends, j'avais encore 2-3 petits trucs. Voilà. Désolée, j'avais oublié aussi. J'étais arrivée au bout du sujet dur. Mais je vous ai remis des liens sur les petits films faits par la T2E et le club C2E qui parlent des C2E, donc notamment les différents rôles entre le club C2E, la DGEC et l'ADEME. Comment est-ce qu'on crée une fiche d'opération standardisée ou qu'on en révise une, comment est-ce qu'on calcule le forfait de C2E d'une opération d'économie d'énergie. Donc, il y a les liens sur la slide. Et un petit rappel également de où trouver les textes, donc déjà les principaux textes de loi et ensuite le lien vers la FAQ du ministère, qui est une vraie source d'information. C'est très dense, c'est des gros textes, c'est une grosse FAQ. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête d'avoir le réflexe de faire la fonction CTRL F pour faciliter les recherches. Et si vous êtes intéressé par les opérations spécifiques, le prochain aura lieu le mardi 14 octobre 2025 à 14h. Et là, j'ai vraiment fini. Merci. Merci beaucoup, Olga. Après, si vous avez des questions sur les certificats d'économie d'énergie, n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet questions. On essaiera de vous y répondre. Maintenant, je vais donner la main à Thierry Orlance, alors qui est à distance avec nous, mais qui va pouvoir intervenir sur la partie financement des opérations d'efficacité énergétique et des ENR proposées par un institutionnel comme une banque. Voilà, je vous donne la main, Thierry. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Oui, parfait. Alors donc je vais vous présenter le Crédit Agricole, alors non pas qu'il soit connu, mais il me semblait intéressant de vous montrer ce que fait le groupe et son accompagnement à la fois sur le plan national et sur le plan régional. Et puis après, effectivement, on entrera dans le vif du sujet sur le financement de la transition environnementale. Voilà pour la slide. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est pour vous situer effectivement la démarche. Le groupe Crédit Agricole, c'est un groupe très ancien puisque ça remonte à 140 ans. Et sa raison d'être, qui est inscrite dans le plan stratégique, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. Ça peut paraître peut-être des propos qui ne sont pas suivis d'effets. Bien au contraire, je peux vous le montrer au travers d'un certain nombre d'exemples, d'illustrations que vous trouvez sur la frise graphique en dessous, puisque on a commencé à la fin du 19e siècle par le financement des agriculteurs, ensuite le financement de la bancarisation des ménages. 1970, c'est le moment où effectivement le boom de l'accès à la propriété, donc la mise en place de financement de crédit immobilier. 90, l'élargissement et la capacité
que nous ont donné les régulateurs et les pouvoirs publics d'intervenir sur tous les sujets d'assurance, d'épargne, d'immobilier, et la création en 2011 du pôle ENR Carcentre sur lequel je vais revenir, et donc qui me concerne moi en tant que responsable de ce pôle. Et 2022, pour bien répondre au sujet de transition environnementale au niveau du groupe, cette fois-ci, le lancement de Crédit Agricole Transition et Énergie, peut-être en avez-vous entendu parler, avec d'énormes moyens, hein, puisqu'il y a plus de 100 collaborateurs qui ont été embauchés pour contribuer pleinement, totalement à la stratégie climat du groupe, avec 3 leviers importants. C'est être producteur d'énergie, donc contribuer à la forte accélération des énergies renouvelables, et je vous montrerai tout à l'heure quelques chiffres sur notre positionnement. Accompagner tous nos clients dans ces transitions et ne laisser personne au bord du chemin. C'est la singularité effectivement du Crédit Agricole dans ce domaine, avec en s'appuyant sur les écosystèmes locaux et territoriaux. Il y a 39 caisses régionales qui couvrent tous les départements de la France. La slide suivante, ça c'est pour vous donner une idée des enjeux, hein, puisqu'on est sur, d'après les prévisions, à 19 milliards à mobiliser de financement de projets ENR. Là aussi, pour vous situer, le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, cette année, c'est 1,4 milliard de dettes souscrites. Enfin, en 2023, on est à 1,4 milliard à mai 2025, hein, donc c'est pour vous montrer aussi l'ampleur, orienté sur du photovoltaïque à 72%, et puis après on va trouver l'éolien et la biomasse. Au niveau du groupe, effectivement, la part des financements pour les particuliers est faible, hein, à hauteur de ces 1,4 million, même s'il existe toute une série de démarches pour accompagner les clients particuliers dans la rénovation et l'efficacité énergétique de leurs habitations. Voilà, vous avez aussi d'autres chiffres sur la production d'ENR. Hein, le groupe Crédit Agricole se veut énergéticien et donc producteur d'énergie, et puis aussi des propositions de fourniture d'énergie sur la base de partenariats avec des énergéticiens. Vous connaissez aussi peut-être pour les particuliers la plateforme qui s'intitule GECO-Rénov Mon Logement, qui permet de faire des diagnostics, de répondre à un certain nombre de questions et d'avoir des propositions, en tout cas un diagnostic de son habitation. Hein, c'est 5 millions de visites programmées sur le site d'ici 2030. Le rachat aussi d'une structure qui permettra d'accompagner les particuliers sur leur installation photovoltaïque. Donc ça, c'est assez nouveau dans l'univers des banques, mais pour créer vraiment et pour avoir un rôle de tiers de confiance sur ce sujet. Et puis un certain nombre d'experts nationaux, mais donc au travers des différentes caisses régionales, puisque vous trouvez 60 conseillers en transition énergétique qui sont donc encore une fois dans les 39 caisses régionales et 100 experts au niveau national. Pour nous, ce que je représente, c'est la slide suivante, c'est le pôle Carcentre, donc qui est basé à Tours, mais qui va couvrir les 4 caisses régionales là, qui sont dessinées sur cette carte. Donc on va couvrir 9 départements avec 40 référents, et notre objectif, notre feuille de route, c'est rendre viable techniquement et économiquement tout projet d'énergie renouvelable et de transition environnementale. Donc on va être beaucoup sur la méthanisation, le photovoltaïque, l'autoconsommation, mais aussi les travaux et le financement des actifs énergétiques. Et on est en train d'aborder les solutions de stockage d'énergie. C'est un process effectivement, enfin une démarche clé en main avec 2 experts ingénieurs qui vont venir à l'appui des chargés d'affaires dans les agences et dans les caisses régionales pour discuter avec le porteur de projet, avec tout son environnement, les bureaux d'études, les installateurs, les développeurs, les équipementiers,
et avec un objectif effectivement c'est vraiment important de rendre viable ce projet. On n'a pas toujours au départ, à la fois techniquement et financièrement, des projets viables. Eh bien, tout le travail, toute la démarche de ces conseillers, eh bien, c'est d'aider à faire en sorte qu'en comité de crédit, ces dossiers soient validés. Et puis on a aussi toute une série de solutions clés en main. J'évoquais Crédit Agricole Transition énergétique et énergie au niveau national, mais c'est aussi vrai dans les 4 caisses régionales avec des solutions appuyées par un réseau de partenaires que nous référençons en production d'énergie, en efficacité énergétique. Page suivante, quand on regarde effectivement le sujet du financement, vous avez compris effectivement qu'on s'est doté et c'est la page précédente, je pense. Ah non, bah elle a disparu, mais je vais quand même donner quelques éléments. Quand vous avez vu effectivement que, voilà, je cite le Crédit Agricole, mais beaucoup de banques, bien sûr, s'impliquent et sont volontaires dans le domaine du financement de la transition énergétique, mais et dont des moyens financiers et humains mis à disposition, il y a malgré tout toute une série de freins qui sont rencontrés par les entreprises pour investir dans leur transition. Et dans la slide que je proposais, donc que vous ne visualisez pas ici, je faisais référence à un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, des baromètres qui ont été faites auprès des clients dans ce domaine. On a 65% des entreprises qui disent ne pas pouvoir passer à l'action par faute de budget, par faute de financement. 31%, donc près de 1 sur 3, qui répondent que le besoin d'investissement est trop important en CAPEX, donc en montant, et c'est la première barrière à l'entrée dans la transition. Donc si on essaye d'aller plus loin avec les personnes qui sont interrogées, les freins qui ressortent, ce sont les coûts initiaux élevés, des accès limités au financement, et je vous ai dit qu'a priori, quand même, un grand nombre de banques étaient en situation de proposition dans ce domaine. Et puis une autre préoccupation qui ressort, c'est l'incertitude sur les retours sur investissement. Évidemment, un chef d'entreprise a besoin de se projeter en termes de rentabilité, de retour de ROI, de retour sur investissement, et ils ne sont pas toujours nécessairement convaincus de la rentabilité d'un certain nombre de projets. Donc à nous, bien évidemment, par les experts, de prouver tout l'intérêt de ces démarches. J'ajoute, on l'a déjà un petit peu évoqué, vous connaissez aussi le contexte parlementaire et réglementaire, la complexité de la réglementation et peut-être même aujourd'hui beaucoup d'incertitudes dans les décisions qui peuvent être prises. Et je fais référence effectivement au débat actuel au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et pourtant, les enjeux sont puissants. Axel, tout à l'heure, rappelait que ces démarches sont créatrices de valeur. On va réaliser évidemment des économies d'énergie et donc maîtriser l'envolée des factures énergétiques. C'est bien sûr aussi répondre aux contraintes réglementaires, voilà, décret tertiaire, BAX, la loi sur la mobilité, la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Il y a aussi effectivement des exigences de plus en plus fortes des donneurs d'ordre. On peut aussi avoir un objectif de réduction de l'empreinte environnementale. Et je notais, parce que je vois nous, quand on recrute des collaborateurs, une sensibilité de plus en plus forte des candidats sur les démarches que l'entreprise qui recrute a pu engagés, mais ça peut être aussi bien sûr les clients. Alors, je suis responsable du pôle de coopération, mais je m'occupe aussi d'une filière tourisme, et on sait que les visiteurs, les touristes sont de plus en plus sensibles et interrogent les hôteliers et les prestataires de tourisme dans ce domaine. Et puis enfin, et on va arriver effectivement aux solutions bancaires, on peut aussi avoir un objectif de maîtrise de la trésorerie. On parlait tout à l'heure de ROI, c'est-à-dire comment je vais, moi en tant que chef d'entreprise, investir sans me fragiliser, et sans détériorer mon bilan. Alors,
Ce support que vous visualisez vous donne un mapping des différents types d'interventions possibles dans le domaine bancaire. Je pense qu'il est important quand même de préciser, c'est l'importance du diagnostic et du plan d'action préalable. Donc, entourez-vous, consultez des experts. Hein, évidemment, l'association est en mesure de vous proposer cette expertise, ou en tout cas les personnes sachant le faire. Et ensuite, cette prestation de conseil va vous permettre de vous orienter dans le cadre d'un plan d'action séquencé sur différents types de réalisations. Ça peut être des projets avec travaux, ça peut être des financements d'équipement, hein, de production, d'efficacité, de mobilité, et puis je parlerai tout à l'heure des contrats de performance énergétique qui sont beaucoup plus larges. Les solutions, bien voilà, on va retrouver des financements classiques, mais qui sont orientés transition énergétique. Donc en général, les banques se sont mobilisées et donc proposent des solutions dédiées avec des conditions préférentielles. Donc on va être sur un crédit moyen ou long terme classique, dont la durée est adossée à la durée de vie des équipements ou des économies d'énergie que vous allez générer. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on a bien un investissement rentable. Les économies ou la valeur qui va être créée par ces équipements vont permettre de faire face aux charges d'amortissement et de dégager éventuellement un surplus. On peut avoir aussi des solutions de location opérationnelle. Donc, c'est des systèmes de location simple que vous connaissez peut-être déjà, dont la durée de contrat est souvent inférieure à la durée de vie de l'actif ou de l'équipement loué. C'est-à-dire que vous aurez donc durant toute cette période un équipement efficace, souvent assorti d'une solution évidemment de garantie du matériel, mais aussi de maintenance, qui va sécuriser totalement l'opération. On est sur ce qu'on appelle nous des opérations déconsolidantes, c'est-à-dire que on est quand vous êtes sur de la location opérationnelle, ça ne va pas apparaître dans votre bilan en actif ni d'ailleurs en dette, hein, mais vous serez sous une forme de location où l'entreprise versera un loyer qui est comptabilisé en charge sur le compte de résultat. Donc c'est un petit peu différent de la solution de crédit bail qui est en général assortie d'une option d'achat en fin de contrat. Enfin, vous avez la solution de tiers investissement par une banque ou un investisseur, où là on va se trouver en général sous la forme d'une société de projet qui va porter l'actif et qui va le financer et le mettre à disposition de l'entreprise moyennant un loyer. Et là aussi, le même système, ce loyer qui sera versé à cette société de projet est inférieur aux économies générées par l'équipement. La société de projet, ce tiers investisseur, évidemment, se rémunère évidemment, par ce loyer. Et ce loyer, ces différents cash flows qui sont générés permettent de générer un TRI, un taux de rendement interne, donc qui va rémunérer le tiers investisseur. Je vous ai juste à gauche, dans les jargons, vous entendez peut-être parler de financement corporate ou de financement bancaire classique ou de financement de projet. Pour nous, en termes d'approche du risque, elle va être différenciée. Le financement corporate, il est quand même intimement lié à la capacité financière de l'emprunteur à faire face à ses engagements. Alors que lorsqu'on est en financement de projet, donc en général sur des CAPEX, sur des montants d'investissement beaucoup plus importants, on va étudier la capacité du projet à générer une rentabilité suffisante pour faire face en soi, donc au travers de la rentabilité du projet, pour faire face aux échéances de l'emprunt. Et c'est donc là, évidemment, toute la valeur
de l'ingénierie financière qui sera proposée par l'établissement bancaire. Je voulais terminer sur le contrat de performance énergétique. Donc c'est la slide suivante normalement. Voilà. C'est une solution complète, originale, pas toujours encore développée parce que dans la conception qu'on peut en avoir, la perception en tant que chef d'entreprise, on considère que c'est plutôt dédié aux grandes entreprises corporate ou aux ETI. Moi, ma position et avec l'offre qui a été créée, ça peut concerner beaucoup de PME, PMI. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de performance énergétique? Comme je l'indiquais, c'est une solution complète, contractuelle, de prestation de services, avec plusieurs stades. Tout d'abord, on va vous proposer une feuille de route avec des objectifs d'économie quantifiés scientifiquement à partir d'audits techniques qui auront été réalisés par le prestataire, avec là aussi ce qui est important, ce que je parlais tout à l'heure de l'importance du diagnostic, la définition d'une situation de référence et des propositions d'investissement qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Ensuite, le prestataire va vous mettre à disposition des équipements hors bilan encore, parce qu'on va être souvent sous la forme de location, de cession d'actifs, et il va vous proposer d'assurer la gestion de ces équipements énergétiques. Là, j'en cite un certain nombre pour information. Ça peut être du relamping LED, ça peut être la mise à disposition de pompes à chaleur, intervention aussi sur le système chaud-froid, les GTB, bien évidemment, tout ceci permettant à la fois de réduire, mais aussi de mesurer la performance énergétique des équipements qui seront mis en place. Et dans le contrat de performance énergétique, l'important aussi, c'est que le prestataire va garantir au client des économies d'énergie par rapport à cette fameuse situation de référence. Donc il y a un vrai engagement avec minoration de la redevance si les objectifs n'étaient pas atteints. Donc il faut bien lire effectivement le contrat pour vérifier dans quelles conditions le prestataire s'engagera effectivement à réduire le paiement des redevances. Donc là, tous ces avantages, évidemment, je disais que c'était déconsolidant, donc c'est hors bilan. Vous confiez à un prestataire, et il faut bien évidemment bien le sélectionner, toute la partie, vous externalisez effectivement la gestion des équipements, le pilotage, la maintenance, et vous avez une définition très claire des économies d'énergie que vous allez retirer de ces équipements. Puis après, fiscalement, bien évidemment, on n'est plus en amortissement de crédit, mais en redevances qui sont, elles, déductibles du résultat imposable. Vous voyez tout en bas, puisque j'arrive à peu près à la fin, tout en bas, je voulais vous montrer le graphique. Encore une fois, c'est l'exemple de ce que réalise le Crédit Agricole, mais vous trouverez vraisemblablement d'autres prestataires capables de le faire. Vous avez ce prestataire, et nous, dans notre offre, on s'est adossé à un partenaire qui s'appelle R3. Ce prestataire, effectivement, élabore ce contrat de performance énergétique, met à disposition les actifs qui vont vous permettre effectivement de réaliser ces économies, moyennant le paiement d'une redevance. La subtilité par rapport à ça, c'est que nous sommes, nous, en mesure de constituer, dans le cadre de cette fameuse société de projet dont je parlais tout à l'heure, une offre multi-client. C'est pour ça que je disais que les cibles, c'est plus uniquement aujourd'hui les ETI ou les grands corporates, mais on est dès lors qu'on réunit un pack de premiers projets de 500 000 € en capacité de mettre en place une société de projet avec plusieurs clients bénéficiant de cette solution. Voilà, j'ai terminé ma présentation en espérant avoir été clair, et je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions si vous le souhaitez.
Merci beaucoup. Je redonne la main à Raphaël. Bah, merci à tous. Alors, concernant les questions, on a des questions, on a quelques questions, mais pas beaucoup. On en a une qui concerne la T2E, donc je laisserai les personnes de la T2E y répondre, c'est pas tellement mon domaine. Euh, Donc là, on a eu aujourd'hui notre deuxième mardi de l'énergie. Prenez date parce qu'on va maintenant, après toutes ces opérations de webinaire, on va passer, je dirais, pas aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va lancer les visites qui vont avoir lieu au mois de septembre et au mois d'octobre. La première, c'est le 18 septembre. On va visiter une industrie qui a œuvré sur le mix énergétique et qui a porté des offres pertinentes. Donc ce sera sur le secteur d'Orléans, hein, parce que ça concerne la région Centre-Val de Loire. Donc cette première visite est prévue le 18 septembre à Orléans. On vous en dira plus dans les jours à venir pour vous envoyer un save the date, mais n'hésitez pas déjà à le mettre dans votre agenda. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Je n'ai pas l'impression. Non. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. On était nombreux à cet événement, c'était intéressant. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la T2E. Donc le webinaire pourra être visible à distance en replay. Et merci à nos intervenants, merci Axel, merci Olga et merci Thierry. Et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.